On se retrouve pour un nouvel épisode de Best Witches qui est un petit peu particulier cette fois-ci puisqu'on est en pleine deuxième semaine de confinement. Et voilà, on n'a pas pu se réunir pour enregistrer cet épisode. Mais par contre, on a décidé de quand même en sortir un et de s'enregistrer chacune de notre côté. Pour cet épisode, quel meilleur sujet que le voyage? Voilà, alors qu'on est tous confinés chez nous et qu'on est complètement désespérés, bah voilà, on a décidé de vous présenter quelques témoignages autour de ce thème-là. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Pour moi, ma définition de voyage, c'est être dépaysé et faire une expérience. C'est vraiment ces deux choses-là. Et je pense que ça a commencé la première fois il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi à peu près, quand j'ai pris pour la première fois l'avion. Ça, c'était vraiment une expérience assez folle. Je me souviens que j'étais avec mon frère et il m'a filmé avec sa GoPro pendant le décollage. Et j'avais un sourire niais de gamine sur le visage pendant tout le décollage, pendant que tout le monde était normal, quoi. Bon, bah c'est un décollage d'avion. Et moi, j'étais avec ce sourire d'enfant. Et donc, j'ai été pour la première fois aux États-Unis, donc un grand voyage. Voilà, c'était vraiment je pense, le plus dépaysant possible. C'était assez fou. On a fait un road trip à travers toute la côte ouest des États-Unis, en voiture. Enfin, c'était vraiment chouette. Du coup, c'était à la fois hyper dépaysant, parce que je voyais pour la première fois des paysages juste incroyables. On voyait vraiment très 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 loin, tout autour de nous. Enfin, en France, on a des paysages merveilleux et magnifiques et très variés. Mais là-bas, il y a ça aussi. Et en plus, on voit très loin. J'ai jamais vu aussi loin de ma vie. Et c'était très apaisant et très dépaysant. Au-delà du fait que les voitures sont différentes, les paysages sont différents, les gens sont différents, la langue est différente, les accents sont différents, les modes de vie sont différents. Enfin, il y avait vraiment ce côté très dépaysant. Et au niveau de l'expérience, j'ai pas mal apprécié le côté très route, où on était à se garer sur des parkings de Walmart pour dormir la nuit dans la voiture. Et donc mes seules douches, c'était à la lingette dans les toilettes du Walmart, qui sont heureusement ouverts 24h/24. Ça, c'est vachement pratique. Mais c'était vraiment cette vie un peu roots. Voilà, très très simple à camper. Voilà, on s'arrêtait n'importe où, à camper un peu n'importe où. Enfin, c'était une sacrée expérience. Et notamment une expérience qui m'a rapprochée de mon frère. Enfin, ouais. C'était mon premier voyage. Après ce premier voyage aux États-Unis, j'ai pris la décision de voyager. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait un petit peu l'influence de mes 2 frères qui sont tous les 2 des grands voyageurs, qui ont fait le tour du monde à pied. Et enfin vraiment ce qu'on imagine, la définition même du voyage, c'était eux. Et donc ils racontaient beaucoup d'histoires en rentrant à la maison. Enfin, ça faisait un petit peu rêver. Et puis je sentais que ça les avait fait grandir. Et moi, j'avais besoin de m'assumer, d'essayer de savoir qui j'étais, et surtout sortir de ma zone de confort. Ça, c'était vraiment la raison numéro 1. Et ça, je l'ai pas mal fait pendant mon voyage en Irlande, où je suis partie 1 mois en sac à dos toute seule, sans savoir forcément où j'allais dormir. J'avais une tente dans mon sac à dos. Enfin, je voulais camper, je voulais être seule, et je voulais parler anglais et vraiment être dans un environnement que je ne connaissais pas et dont j'étais obligée de me tirer, parce qu'il fallait bien que je continue de vivre, fallait bien que je trouve un endroit où dormir, un endroit où manger, fallait bien que je trouve des moyens de me déplacer. Et ça s'est fait assez naturellement et assez facilement au final. Après, j'ai pas choisi le pays le plus difficile au monde. L'Irlande, je pense que c'est vraiment accessible quand on est débutante comme moi. Et vraiment là, j'ai trouvé pas mal de réponses à ce que je cherchais. Donc, enfin, ce que je voulais, c'était vraiment grandir, ne plus avoir peur des gens et ne plus être timide et me sentir un peu fière de moi.
Pour moi, le voyage, en fait, c'est vraiment... bon, j'aime beaucoup partir, découvrir une ville, me sentir dans une culture différente. Euh, souvent, là, on était parti à Bruxelles un week-end et j'ai levé la tête dans le bus et je me suis rendu compte qu'on était arrivé et j'étais vraiment contente d'être là, enfin, parce que je me suis dit, ah là, mais on est vraiment ailleurs, l'architecture est belle. Bon, par contre, c'est un pays, enfin, c'était francophone et du coup, on se sentait un petit peu moins à l'étranger. Mais pour moi, le voyage, ça reste d'aller aux endroits qui me sont chers ou qui font partie euh, de moi, dans le sens, bon, bah, j'ai été élevée à Belle-Île, donc Belle-Île, pour moi, ça a été super important que mes amis viennent m'y voir et qu'on prenne cette habitude de passer une petite semaine de vacances à Belle-Île entre potes. Ça m'a fait plaisir d'incorporer mes amis dans mon lieu enfin un lieu qui a été un lieu de vie et qui fait partie de moi. L'Islande, c'est pareil. J'ai très envie, de toute façon, il faut que j'y retourne parce que c'est dans mes racines et j'en ai besoin. Mais du coup, de le faire découvrir à mes amis aussi, c'est important. Et mes souvenirs de voyage les plus chers sont pas vraiment des souvenirs précis, c'est vraiment une succession un petit peu de facteurs. Par exemple, je pense que le voyage le plus parfait, enfin le souvenir le plus parfait jusqu'à présent, ça va être de passer la soirée sur une plage au coucher du soleil avec un barbecue, des trucs qu'on a petit cuisinés avant, qu'on a préparés, on se baigne, on fait des photos, on discute, on boit un coup, on mange, on rigole, on se raconte des histoires, on chante des chansons, enfin voilà, c'est nous quoi, c'est l'amitié. Le voyage aussi pour moi, enfin dans tous les voyages que j'ai faits, en fait il y a deux choses. Il y a les voyages en caisse et il y a les voyages où tu arrives dans un lieu, tu y passes 2 jours, tu passes ta journée à marcher. Et c'est comme ça que j'ai découvert le voyage en Irlande avec les copains où on a marché, on a fait que marcher pendant une semaine. Et c'était vraiment, on allait au bout. Il y a un jour où on s'est perdu dans un village où on voulait faire une randonnée. Et on s'est perdu. On était épuisés. Moi, j'en pouvais plus de marcher. On est arrivé sur une route parce qu'on a essayé de quitter le sentier pour retourner à la ville, mais on s'est complètement fourvoyé. Et là, on arrive devant une baraque avec un grand jardin. Le mec était dans son jardin. On va vers lui. On lui dit désolé, mais on cherche la ville. On n'arrivait même pas à prononcer le mot de la ville. On l'a appelé Outegarde. Après, ça se prononce pas vraiment comme ça. Et il a vu nos têtes. Et puis bon, bah les Irlandais, les Écossais, ils sont trop sympas. Il a quitté tout ce qu'il faisait. Il a pris ses gamins en caisse. Il nous a ramenés. Et on était, mais ah là là, on s'est senti bénis. Mais le fait de marcher, de découvrir une ville en marchant ou d'être vraiment dans la nature un moment et d'aller un petit peu au bout de ta fatigue, ça c'est significatif du voyage pour moi. Moi, j'ai commencé à voyager réellement avec les tournées. Je suis chanteuse dans un groupe, NID. Et en fait, mes premiers voyages étaient en France. Moi, j'avais jamais connu ça, déjà parce que dans ma famille, personne ne conduisait. Et on a toujours habité en ville. Et du coup, voilà, d'un coup, je me retrouve dans un road trip avec une voiture blindée de matos, à jouer tous les soirs, aussi bien dans des trous paumés à la campagne, où il n'y a rien aux alentours et on fait des rencontres incroyables, que dans des grandes villes où on met 1 heure avant de trouver une place de parking pour pouvoir décharger le matos. Enfin voilà, pour le coup, on a vu du pays, on a bien visité la France. Et avec ça, j'ai découvert plein de lieux et de vies différentes. J'ai vécu des moments de partage vraiment cocasses, c'est le mot. Et tout ça au sein de mon pays d'origine. Donc comme quoi le voyage, c'est pas forcément une question de frontières.
Pour moi, c'est vraiment par la France que ça a commencé. Enfin, je considère ça pour un voyage, malgré le fait que, en soi, j'ai pas changé de pays. Après ça, on a commencé à bouger en Europe. Notre première tournée européenne passait par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie. Donc on était super mal organisés. Et on n'avait aucune idée de comment voyager de façon pratique et de façon économique. Franchement, quand je repense à ça, ça me rend assez dingue parce que on a dépensé un fric fou dans des Airbnb. Enfin, je sais pas, on connaissait pas les auberges de jeunesse, quoi. Je sais pas comment on s'est débrouillé, mais c'était quand même une bonne expérience. Mais c'était une totale découverte. On a surtout adoré la République tchèque plus particulièrement. Et voilà, c'était le premier voyage, le premier road trip à l'étranger. J'ai pu dépasser un petit peu ma peur très française, très caractéristique, ma peur de parler anglais. Voilà, donc j'ai pu développer un petit peu ça. Et puis pour le coup, là, c'était vraiment dépaysant. Après ça, j'ai accompagné Johan, donc mon copain, en tournée encore une fois en Europe, cette fois-ci donc avec son projet solo. Et donc la consécration de tous ces voyages, c'était le Japon en juin dernier, où je l'accompagnais aussi. C'est un voyage qu'on avait beaucoup visualisé, beaucoup appréhendé. Voilà, pour moi, c'était la première fois que je prenais... enfin, c'était pas la première fois que je prenais l'avion, mais en tout cas, c'est la première fois que je prenais l'avion pour aller aussi loin. Faire des concerts à l'autre bout de la planète, c'est pas rien quand même si là, cette fois-ci, moi, j'étais un peu la roadie, la merge girl. Mais j'avais quand même l'impression de partir faire des concerts, quoi. Et en fait, le Japon, c'était vraiment mon plus beau voyage. Je crois qu'on n'a jamais eu aussi peu d'encombre pendant une tournée. Ça s'est super bien passé. On a fait de super rencontres. On bougeait de ville pratiquement tous les jours. Et pour le coup, on a vraiment pu découvrir le Japon sous un angle très atypique, très simple en fait, parce qu'on était chez les gens. Voilà, c'était vraiment cool. Et puis là, on devait y retourner au mois de mai, mais du coup, avec la pandémie, c'est mort. On a un peu les boules. Personnellement, j'ai fait un petit peu tous les types de voyages, hein. Donc, dès mon enfance, on était en camping-car avec toute la famille, donc c'était vraiment les voyages vacances. Ensuite, j'ai été avec mon frère, on a fait des road trips. J'ai voyagé avec des amis, on a voyagé en France. J'ai voyagé seule, j'ai voyagé accompagnée. J'ai pris tout type de moyens de transport, sauf le tuk-tuk, mais c'est parce que j'ai pas trop été dans les régions d'Asie, hein, mais peut-être que ça viendra un jour. Et vraiment la différence entre voyager seul et accompagné, c'est tu ne penses plus que à toi. Ça paraît totalement évident, hein, mais effectivement, faut apprendre à beaucoup prendre sur toi. Notamment sur l'itinéraire, j'ai voyagé pendant un mois à travers l'Europe avec deux jeunes filles que j'embrasse, hein, Asta et Vilma, danoises et suédoises que j'avais rencontrées aux Pays-Bas. Et en fait, on s'entendait très très bien, mais si jamais il y en avait une qui voulait visiter un musée, l'autre qui voulait rester à l'auberge, l'autre qui en avait marre, qui voulait bouger, fallait trouver un terrain d'entente. Et fallait trouver un budget commun, fallait trouver des destinations et des temps sur place communes. Donc faut beaucoup prendre sur soi. Après, je pense que c'est pas mal enrichissant quand on connaît pas, on a un petit peu peur du pays ou de comment ça se passe. Quand t'es pas tout seul, même si tu te retrouves à la rue, tu te dis
Franchement, au moins je suis pas toute seule. Et ça rassure pas mal. Enfin, ça aide aussi beaucoup émotionnellement quand ta famille te manque, quand voilà, des choses te manquent ou que tu te sens seule en fait. Tu n'es pas seule. Après, je pense que ça se fait et on découvre vraiment l'autre à travers le voyage parce qu'on est vraiment très très proche, très vite très proche. On sait vraiment comment l'autre vit. On est vraiment dans son quotidien. On a le même quotidien. Donc ça aide beaucoup à se rapprocher. Mais il faut quand même, pour moi, je pense qu'il faut vraiment le faire avec des réserves, c'est-à-dire un mois, je pense que c'est ma limite. Au-delà, on se fatigue mutuellement. C'est pas vraiment contre l'autre, c'est pas vraiment de sa faute. C'est juste la mécanique qui se fait comme ça. On prend un peu trop d'espace dans la liberté de l'autre. Et donc c'est une très belle expérience et si j'avais le choix, je le referais. Mais je peux comprendre qu'on puisse vouloir être seul. Et quand on voyage avec quelqu'un, l'envie se fait automatiquement de toute manière. Mon expérience de voyage la plus marquante, ça a été mon dernier voyage en Islande, où j'étais avec une copine et on a décidé de faire un road trip de 8 jours en voiture en mars. Donc comme on n'avait pas de pognon, on a loué une voiture, un break dans lequel on pouvait dormir, ce qui était pas forcément une super idée en mars. On a dormi parfois à -10, tout habillé dans la voiture, sans matériel de couchage vraiment, c'est-à-dire on échangeait un matelas de sol chacune une nuit sur 2. Et parfois le matin, il y avait de la glace à l'intérieur des vitres quand on se réveillait. Moi, chaque fois que je me couche, je suis vraiment couchée. Et là, j'ai toujours une envie de pisser. Donc, tu ressors parfois dans la tempête de neige pour aller pisser. La température de la voiture, de toute façon, au bout de 20 minutes, elle est redescendue à la température quasiment extérieure. Et j'étais vraiment trop contente de me dire que j'ai très bien vécu ces difficultés climatiques. Ces difficultés aussi à ces routes, hein, donc tu te laves tous les 2-3 jours en allant à la piscine ou tu manges des plats préparés 3 jours à l'avance. Donc c'est un peu, tu déplaces tout à chaque fois pour organiser ton couchage, tu roules, tu t'arrêtes quand tu as envie, ça c'est vachement agréable, mais sinon c'était un petit peu rude et moi vraiment ça m'a beaucoup plu, je me sentais comme dans Thelma et Louise. Le plus dur en fait ça a été la relation à deux quoi, hein, le fait d'être vraiment tout le temps l'une sur l'autre, l'une avec l'autre. Mais ça m'a beaucoup appris aussi, ça m'a appris vraiment à comment je désire refaire ce voyage mais un petit peu mieux. Et surtout l'Islande c'est un pays qui prend beaucoup, qui donne beaucoup, mais qui prend beaucoup au niveau de l'énergie, au niveau du mental. T'es dans des espaces, des paysages que t'as jamais vus avant, l'air a une qualité différente, le froid a une sensation différente. Et je pense que tu peux vraiment ressentir plus intimement la solitude ou la pression en Islande. Moi après c'est un pays dont je suis originaire, donc j'en ai besoin de ça. De ce sentiment-là, d'être sur la ligne en fait, d'être vraiment, j'allais dire, dans le besoin. Quand j'y étais, j'arrêtais pas de faire des rêves ou d'avoir ces sortes d'images, même à mon état d'éveil, où j'avais l'impression que la montagne que je voyais devant moi allait se lever, que tout le paysage allait se soulever sous mes pieds et que j'allais voir un titan reprendre vie, quoi. Et en effet, ça peut être hyper perturbant. C'est un paysage que tu reconnais pas du tout, avec une culture, des croyances différentes, où toutes les choses sont éveillées en fait autour de toi. Une pierre, c'est la maison d'un elfe, une bosse dans la lande, c'est la tête d'un troll. Donc t'es vraiment toujours dans un milieu hyper vivant. Et je pense que ça peut être compliqué, ça demande beaucoup d'énergie.
Moi, j'ai jamais voyagé seule en fait. C'est pas quelque chose qui me tente spécialement. Quand j'y pense, d'ailleurs, j'ai fait tous mes voyages avec mon copain, donc qui est le guitariste de mon groupe et que j'ai aussi accompagné sur certaines de ses tournées solo. Donc c'est une expérience qu'on aime partager ensemble. Et en même temps, quand on est en tournée, on part pas vraiment en tant que couple. On a plutôt l'impression de partir entre amis et on se laisse beaucoup d'espace. Quand on est que tous les deux d'ailleurs sur la route, c'est souvent très silencieux parce que on se connaît bien et c'est pas quelque chose qui nous dérange. On profite aussi de ce temps pour être un peu tranquille, pour se reposer. Après, ça peut être aussi compliqué quand t'es super fatigué du voyage, que tu dois tout gérer sur place. Il peut y avoir quelques tensions, mais ça se dénoue assez rapidement en général. On a déjà eu des compagnons de route, certains avec qui ça s'est extrêmement bien passé, d'autres moins. Voilà, ça dépend un petit peu des caractères. Faut vraiment faire en sorte en fait qu'il n'y ait pas trop de tension. Ça peut vite s'accumuler et puis quand on essaie de bien faire et de pas dire ce qui va pas, ça peut vite être problématique. Ça me rappelle quand on est parti avec Isol, donc qui a été notre roadie sur 2 tournées. Il y a une fois, je crois que c'était à Lyon, où on a failli s'engueuler et je sais plus de quoi c'était parti, mais on était un peu tous vénères. On n'avait pas fait une bonne route, je sais plus ce qui s'était passé. Et donc voilà, je sais pas, je voyais qu'Isol, elle était pas dans son assiette. Et je lui avais dit quelque chose, elle m'avait pas répondu. Un truc anodin, je sais pas, je lui ai dit t'as vu, il y a ça. Et pas de réponse. Et du coup, je lui fais Isol, t'es gavée? Et en fait, elle s'y attendait tellement pas et c'était tellement un peu ridicule comme question qu'elle a explosé de rire. Et que, pouf, genre ça s'était désamorcé très simplement en fait. C'est devenu un souvenir qu'on n'arrête pas de se remémorer. Parce que, voilà, des fois, en fait, il faut juste relativiser et se dire que les tensions qu'il peut y avoir, c'est pas très grave et juste il suffit de le prendre un petit peu légèrement, quoi. Il y a vraiment quelque chose que j'ai appris sur moi pendant que j'ai voyagé, c'est que je ne suis pas timide en fait. J'ai 24 ans et pendant 22 ans et demi de ma vie, j'ai cru que j'étais une jeune fille réservée, timide, discrète. Ça a toujours été comme ça que on me définissait et que je me définissais. Et du coup, quand j'ai commencé à rencontrer des gens pendant mes voyages, et notamment en Irlande, on me demandait, voilà, qui es-tu? Présente-toi un petit peu. Et je disais, voilà, je suis une jeune fille, je suis française, je viens de la campagne, je suis timide. Et les gens, ils disaient, mais non, non, non. De quoi? T'es timide, toi? Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas timide, toi? Attends, t'es toute seule en sac à dos dans une auberge de jeunesse. Tu parles facilement avec les gens autour de toi. T'as absolument pas l'air timide et tu ne l'es pas. Et au fur et à mesure, je fais bah oui, c'est peut-être que je n'ai plus l'air timide, mais je le suis quand même. Et en fait, à force de voyager un petit peu en sac à dos, à pas forcément avoir la meilleure hygiène de vie, à pas avoir la meilleure apparence et le meilleur look possible, tu t'en fous un peu de ce que les gens pensent de toi, ce que les gens, voilà, quand les gens vont te regarder, enfin, tu vas pas forcément avoir l'air d'une d'une jeune fille propre, mais je m'en fichais et ça m'empêchait pas de parler aux gens, de faire des rencontres. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que effectivement, je suis plus timide. Je sais pas à quel moment c'est parti, mais en tout cas, c'est parti. Et maintenant, quand je me définis, j'utilise d'autres termes. Mais la timidité, je pense que je l'ai vraiment vaincue avec le voyage.
Ça a été mon plus grand combat. J'aurais voulu devenir totalement bilingue, devenir survivaliste à pouvoir me nourrir de tout ce qui m'entoure au milieu d'une forêt avec rien du tout. Bon, ce n'est pas le cas, mais j'ai vaincu ma timidité et franchement, bah, c'est déjà un bon début. Alors j'ai toujours été plutôt timide, en tous les cas j'étais timide quand j'étais jeune et je me suis rendu compte grâce au voyage que j'ai pu faire avec des copains ou enfin toujours avec des copains d'ailleurs, mais que c'était souvent moi qui allais vers les autres, qui commençait une discussion ou qui allait poser une question ou par exemple en Irlande, un soir, enfin une après-midi, les copains étaient allés faire des courses et puis moi j'en avais profité pour aller à l'auberge, prendre ma douche, etc. Et quand j'étais dans la douche, j'entendais des voix dans la chambre, donc je me suis dit que mes potes étaient rentrés. Du coup, je sors direct, juste une serviette enroulée autour de moi. Et en fait, c'était pas du tout mes potes, c'était les autres locataires de la chambre. Et puis, on s'est mis à discuter pendant bien 1 heure. Alors que j'étais à moitié à poil et puis au final du coup on les a rejoints en soirée après et voilà, c'était un des moments marqueurs où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas si timide que ça, mais c'est vraiment les situations de voyage qui me l'ont appris. Donc effectivement, je voyage beaucoup. Parfois, ça s'enchaîne dans une sorte d'énumération de lieux différents, un peu comme ça, où tous les jours on est à un endroit différent, voilà, quand on est en tournée, et du coup j'essaie un maximum de m'imprégner des endroits où je vais, d'échanger avec les gens, de regarder ce qui se passe autour de moi, de quand même garder un souvenir de ce que je vis, même si c'est fugace. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que j'avais tendance à attendre que les gens viennent vers moi. Et en fait, non, il n'y a pas de raison que les gens viennent vers toi quand t'es en train d'installer ton matos ou alors que que t'es là en tant que touriste. Non, c'est à toi aussi d'aller vers les gens et de lancer une discussion. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris assez rapidement. Sinon, les voyages, même quand tu pars pas tout seul, c'est vite bien solitaire, quoi. Il faut aller vers les gens, quoi. Et sinon, j'ai pas vécu de grands moments très difficiles, mais par contre, beaucoup de moments inconfortables, des moments chiants, agaçants, beaucoup de moments gênants aussi. Beaucoup de moments gênants. Et c'est peut-être pas grand-chose, mais pour la sensible que je suis, c'est beaucoup en fait. Il y a quelques années, j'étais ce qu'on peut dire douillette. J'aurais jamais pensé entreprendre des voyages où souvent je sais qu'au dernier moment où je dormirai, chez qui, comment ça va se passer, des fois c'est totalement dans le flou, les gens qui te programment, enfin voilà, t'as pas trop d'infos et tout ça, des fois tu te retrouves dans des endroits un peu chelous. Et avec ça, en fait, je me suis découvert une certaine persévérance. J'ai compris qu'il fallait apprendre à relativiser. Que voilà, dans certaines situations, ça finit par se débloquer et qu'au pire, c'est pas grave. On va passer une nuit sur un matelas douteux, et bah tant pis. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que maintenant, ce qui n'était vraiment pas le cas avant, j'arrive à me sentir bien et j'arrive à me sentir chez moi dans pas mal d'endroits maintenant. J'ai pu créer des liens avec des gens dans différentes villes, je me suis fait des amis. Et même si je suis très attachée à ma ville et chez moi, je peux très bien vivre dans n'importe quelle situation, voilà. Donc ça, c'est quand même un avantage. Alors je vais raconter, je pense, le meilleur souvenir et le pire souvenir que j'ai pu avoir, enfin en tout cas ce qui me vient en mémoire tout de suite. Et encore une fois, c'est en Irlande. Il s'en est passé des choses. On va commencer par le pire pour finir par le meilleur. Je voulais absolument, du coup, faire du camping sauvage.
et me retrouver vraiment seule au milieu de nulle part, complètement déconnectée et me débrouiller. Voilà, plusieurs jours en pleine nature. Donc jusque-là, en fait, j'avais fait 2 semaines entre auberge de jeunesse et camping, mais c'était des campings officiels, donc c'était assez rassurant, assez sécure. Et là, j'étais au milieu d'un parc national dont je ne trouvais pas l'entrée. J'avais plus beaucoup de réseau, plus beaucoup de batterie, et et j'ai commencé à paniquer un petit peu, mais pas trop quand même, parce que sinon j'aurais pas pu trouver un endroit où dormir. Donc j'ai continué de marcher, j'ai finalement trouvé une sorte d'entrée dans ce grand parc national au sud de Dublin, je sais plus comment ça s'appelle, c'était les montagnes de... je ne sais plus, ça me reviendra peut-être demain. Et donc j'avais trouvé un endroit où dormir après des heures de marche, où il n'y avait pas grand monde, il y avait plutôt même personne, mais c'était donc la première fois que j'étais complètement seule avec personne autour. J'avais planté ma tente dans un endroit en pente. Ne jamais faire ça, parce que j'ai glissé donc toute la nuit. Et surtout, même si tu sais très bien que t'es toute seule, tu entends des bruits. Et les bruits, c'est ton pire ennemi. Vers 5 heures du matin, la forêt se réveille, les animaux se réveillent, il y a du vent. Enfin, du coup, tu t'imagines vraiment n'importe quoi. Et surtout, c'était pas très loin d'un sentier de randonnée. Donc, t'entendais des gens marcher près de ta tente et t'essayais de dormir. T'entendais du vent. C'était absolument horrible. Le lendemain, du coup, je me réveille, j'ai encore un peu Enfin, il fait jour, je mange un peu, je prends des forces, je me dis que je rattaque. Et après une autre journée de marche, je me dis, mais il me semblait que ce sentier, il allait se finir bientôt. Et en fait, pas du tout. Et je ne trouvais... Donc j'avais trouvé l'entrée, mais là, je trouvais plus la sortie. Donc je continuais de marcher et ça m'emmenait vraiment très très loin. Et je trouve un autre endroit où dormir dans des hautes herbes où j'ai vraiment peur de tout ce qui est serpent et ce genre de bestioles. Donc je m'enferme très très vite dans ma tente et là je me dis que dormir à 17h30 c'est peut-être un petit peu tôt. Mais honnêtement dormir c'était le meilleur moyen pour que se finisse la journée. Et, et la journée ne s'est pas finie puisque je ne me suis pas endormie de suite et les bruits ont continué. Enfin bon, c'était vraiment une nuit horrible et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je pense. Le lendemain, pour la première fois, j'ai fait du stop volontairement, parce que j'ai été prise en stop 2 fois alors que j'avais rien demandé. Hein, les Irlandais sont très gentils. Euh, et là donc j'ai fait du stop pour la première fois et il y avait très très peu de passages et il y a une dame qui m'a prise et qui m'a dit mais faut pas faire du stop toute seule ici, ça peut être dangereux. Euh, D'accord, effectivement, moi ça m'a pas trop rassurée, mais heureusement j'ai pu rejoindre Dublin ce jour-là et retrouver la civilisation. Mais c'était très très éprouvant. Ah, et au final, je crois 2 jours après, j'avais rencontré quelqu'un dans un pub qui m'a dit ah oui, les montagnes de Wicklow. Ah, ça m'est revenu. Oui, il y a une jeune fille qui s'était fait démembrer il y a quelques années. D'accord. Alors, c'est pas du tout pour vous faire peur. En réalité, l'Irlande, c'est très très sûr. Mais il y a des fous partout. Et effectivement, ça aurait pu être dangereux de faire du stop toute seule et de passer la nuit toute seule là-bas, ce que j'ai fait. J'en suis sortie vivante et tout s'est très bien passé. Meilleure anecdote, j'avais des amis qui m'avaient rejoint en Irlande à la fin de mon séjour. Et donc on était un groupe de 4 et il y en avait 2 qui voulaient rester à l'auberge le soir. Et avec la dernière, on voulait absolument profiter de Dublin et profiter de boire des pintes de bière et enfin vraiment profiter de toute cette énergie qu'il y a à Dublin en plein été dans les pubs. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était vraiment très très chouette.
On s'est trouvé un premier bar où ça chantait en live avec une américaine à côté qui était complètement bourrée, qui arrêtait pas de nous parler et de nous dire ouais c'est la chanson pour le mariage de mon fils ou je sais pas ce qu'elle nous racontait, mais elle était très très sociale, très très contente et ça nous a fait beaucoup rire. Et la soirée s'est continuée normalement, enfin très naturellement. On a essayé de trouver un autre endroit et là on a trouvé, je pense, le meilleur endroit au monde. C'était une expérience, comment on appelle ça? Peu importe. Il y avait donc des musiciens et un public, et le public participait avec les musiciens, et donc on avait un petit carnet de bord où fallait chanter, frapper des mains, enfin le truc vraiment de touriste de base. Mais c'était si chouette parce que je connaissais personne. Enfin, du coup, j'étais avec ma pote, mais on était vraiment au milieu d'inconnus et on s'est mis à chanter, à frapper des mains, alors que bah ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas trop comme ça. Déjà, je vais très peu dans les bars à faire ce genre de choses, mais là, c'était tellement l'expérience irlandaise avec la musique. Enfin, il y avait une atmosphère vraiment incroyable. On était, euh, on était refaites. Vraiment, c'était je sais pas, c'était pas une soirée particulièrement où il s'est passé particulièrement de choses, mais ça me reste vraiment en mémoire où je me suis sentie bien et moi-même et puis je, je me sentais libre en fait. Des histoires de galères, je pense pas trop. Je pense que le voyage le plus challenging que j'ai pu faire, ça a été la première fois que j'ai accompagné des amis en tournée, dont toi, Elisabeth. J'avais pas du tout conscience de ce que c'était que ce rythme-là, de passer sa journée en voiture, d'arriver chaque soir, parfois aussi le midi, de s'arrêter dans un lieu différent pour faire un concert, donc rencontrer les gens du lieu, le public, interagir autant en fait sur une période très courte et dans un moment très intense avec chaque personne que tu rencontres. C'est hyper fatigant, ça te pousse vraiment à bout. J'avais trouvé ça très très dur la première fois que du coup je vous ai accompagné. Euh, mais j'étais super ravie en fait. J'étais trop ravie qu'on se soit pas engueulé, sauf quelques fois des petits moments de tension avec le conducteur de la voiture. Mais ce que je comprends tout à fait en fait, la conduite, le stress, le boulot. Mais c'était vraiment intense. C'était n'importe quoi. On a rencontré des gens, on a rigolé, on a picolé, on a dormi dans des lieux qui étaient. Alors ça, je pense que c'était le plus challenging, de dormir dans des lieux pas propres, pas préparés. euh, Enfin, mais après, c'était vachement intéressant aussi à chaque fois, découvrir le lieu de vie d'une personne que tu connais pas du tout. Moi, j'avais adoré quand on était allé chez un gars qui faisait de l'airsoft, où il y avait des guns partout, des épées, je jouais avec tout ce qui me tombait sous la main. En fait, c'est assez... euh, J'étais vraiment ravie en fait de participer à ça. Et ça m'a fait découvrir une nouvelle énergie chez moi. Et surtout, du coup, une facilité à aller vers les autres, encore une fois. Et, euh, et puis, bah, du coup, d'être totalement naturel avec des gens avec qui tu vas passer la soirée, mais que tu vas jamais revoir. C'est c'est vraiment particulier. J'espère qu'on refera ça bientôt. Après, je pense que c'est hyper important de bien savoir avec qui tu voyages, en fait. Bon, tu peux jamais vraiment le savoir avant d'avoir voyagé avec cette personne, mais pour le coup, quand tu trouves des compagnons de voyage avec qui il n'y a pas de problème, tu t'entends bien, tu arrives à désamorcer les tensions ou à en parler ou à passer ton chemin, enfin, et te dire bon bah c'est pas grave, on va survivre, voilà. Ça, c'est vraiment top. J'ai eu beaucoup de chance dans mes voyages scolaires. Je disais, l'Italie au collège, c'était vraiment génial. Par contre, il y a eu un gros souci. On est parti donc de Belle-Île-en-Mer pour arriver en Italie, donc en bus. Donc on a passé 24 heures de bus, je crois.
Ce qui comptait une nuit qui a été horriblement inconfortable. Il faisait trop chaud, les sièges ne descendaient pas en arrière, du coup, t'en avais qui ont dormi dans l'allée, les toilettes marchaient plus très vite. Par contre, ça a été au retour que ça a été très problématique pour moi parce que donc j'avais déjà mes règles, mais c'était pas du tout régulier. Et je les avais pas eues depuis 2 mois, j'y pensais pas du tout. Et évidemment, je- si j'avais pensé que c'était pas normal, euh, je me serais peut-être dit consciemment, non, ça peut pas arriver pendant ma semaine en Italie. Forcément, si elles ne viennent pas là, elles viendront pas non plus dans 2 jours. Ce qui était potentiellement ridicule. Et effectivement, je n'avais rien avec moi. Et le matin, je me réveille dans mon sac de couchage, bien taché. En tous les cas, ça avait complètement traversé mon pantalon. Il n'y avait que celui-là, je crois bien. Et donc, j'ai dû me lever, traverser une salle de petit déjeuner avec cette tache énorme sur les fesses. Donc, j'avais un pantalon crème, hein, faut le signaler. Et j'étais ravie. Mais il y a eu un petit peu de solidarité autour de moi. Les autres nanas m'ont un peu prise en pitié, si on peut dire, mais en tous les cas, elles m'ont donné une serviette et bon, j'ai noué mon manteau sur mes fesses et puis on était reparti quoi. Comme Marie, je vais vous raconter un pire souvenir et un meilleur souvenir. Je vais commencer aussi par le pire. Au final, c'est plutôt un bon souvenir parce que c'est vraiment assez drôle, mais sur le coup, on était tellement mal. Alors, c'était pendant notre première tournée européenne avec Nid, on était avec un ami Robin de Kid Among Giants. Et donc c'était en Allemagne, à Immeldorf, ce qui est un petit village. Et bon, déjà, ça avait pas très bien commencé dans le sens où c'était un trou paumé. Enfin, ce qui est pas une mauvaise chose, mais du coup, le lieu était vraiment. Il y avait une ambiance bizarre et il y avait pas grand monde. Et puis, je sais pas, les gens arrêtaient pas de nous parler, mais de façon insistante et en allemand, et on comprenait rien. Enfin, c'était très étrange. Le monsieur qui tenait le lieu était très gentil, mais il avait vraiment une dégaine qui inspirait pas confiance. Et en fait, on est allé se coucher assez rapidement après le concert. On était logés à l'étage. Et en fait, c'était très très bizarre. Donc, bon, déjà, c'était le bordel. Il y avait plein d'objets. T'avais des mannequins, comment dire, de magasins avec les bras et les jambes découpés. Les 3 lits qu'il y avait dans la pièce qui nous étaient destinés, c'était des lits médicalisés. Enfin, il y avait que ça, plein d'objets chelous. Enfin, c'était vraiment une ambiance bizarre. Et à un moment, donc Robin a voulu aller aux toilettes ou un truc, ou en tout cas ressortir de la pièce. Et la porte ne s'ouvrait pas. La porte ne s'ouvrait pas et donc nous, bien sûr, on s'est tout de suite vus dans un scénario de film d'horreur. C'est fou quand même, la chose la plus logique qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'on était enfermés. Même si ça a duré quelques secondes, on a vraiment cru qu'on était enfermés. Et donc il insiste, c'était une porte vitrée jusqu'à ce qu'il arrive à ouvrir la porte, mais avec le choc, la vitre se brise. Et donc non, le pauvre monsieur qui tenait le lieu était très gentil, il nous avait pas enfermés, c'était absolument pas... il avait pas prévu de nous découper en morceaux, c'était juste notre imagination qui s'était un peu emballée. Et du coup, c'était très sympa de devoir redescendre, lui dire qu'on avait cassé la porte, donc c'était très gênant. Et après, on a passé une nuit horrible où j'ai pas réussi à fermer l'œil parce que, voilà, le lieu restait néanmoins chelou. Et donc, on est parti le plus tôt possible le lendemain matin, je crois, à 6h30, on s'est levé. Hop, on a remballé nos affaires, on s'est barré. Le meilleur souvenir, j'en ai 2. Alors, je sais pas pourquoi, mais je me suis beaucoup attachée à ça.
Enfin si, je sais pourquoi en fait, parce que j'adore manger. Mais un de mes souvenirs préférés du Japon, c'est quand on est allé manger nos premiers ramen. Et en fait, on était tombé par hasard dans le quartier où on logeait à Tokyo, dans un restaurant de ramen. Et c'était les ramen les plus incroyables que j'ai mangés. On en a mangé d'autres pendant le voyage, mais vraiment, je sais pas, c'était incroyable. Et on n'a qu'une hâte, c'est de retourner dans ce restaurant. Et c'était un truc qui payait pas de mine. On a mis 20 plombes à comprendre que pour commander, il fallait il fallait mettre des pièces dans la machine à l'entrée et prendre son ticket et attendre, se poser son ticket devant soi sur le bar. Nous, on n'avait rien compris, on avait mis 10 minutes. Enfin voilà, je sais pas, c'est un super souvenir, je m'en souviens très précisément. Et sinon, un autre très bon souvenir que j'ai, c'est un souvenir de tournée quand on était avec Isole et Johan. Et donc en fait, on était à Saint-Afrique. On avait joué le midi, ce qui est assez rare, mais là c'était dans un lieu associatif, un restaurant. Et le soir, du coup, on n'avait rien de prévu et on voulait absolument pas se tourner les pouces. Enfin voilà, sachant que Saint-Afrique, c'est pas non plus une très grande ville et quand on est en tournée, dans tous les cas, on n'a pas que ça à faire de juste se dire bon, on se prend une soirée off, on va aller boire des coups, quoi. Et donc, du coup, on a fait la tournée des bars l'après-midi du village. On est allé demander à tous les patrons de bars du coin s'ils voulaient bien de nous le soir. Tout le monde nous disait non, on a essuyé je sais pas combien de refus, jusqu'à ce qu'on arrive dans un bar où vraiment on nous a regardé d'un assez mauvais œil. Et en fait, j'ai un petit peu insisté, j'ai dit écoutez, vous voyez là, on pourrait se mettre là par exemple, et puis bon, dans tous les cas, vous avez rien à perdre, hein. Au pire, si ça va pas, on joue une demi-heure et puis on s'en va. Et en fait, ça s'est super bien passé. C'était un public hyper à fond, bien que majoritairement composé de poivreaux, mais ça arrive souvent. Et on joue au final près de 2 heures. On est reçus comme des rois, on nous sert à manger. Le patron avait totalement changé de visage, il était ravi. Et en discutant ensuite avec des gens du public, on trouve un plan pour le lendemain midi. Et donc on s'est retrouvés le lendemain midi à jouer à Roquefort, dans la ville de Roquefort, je sais pas si vous imaginez. Et donc on a joué dans un restaurant, on nous a servi des plats composés de Roquefort. Franchement, si c'est pas une preuve que on peut provoquer le destin, ça. Non mais franchement, genre on s'est retrouvés avec 3 concerts pour le prix d'un. Enfin, façon de parler quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bien, non? Donc j'ai une dernière expérience à raconter. Alors c'est à la base un mauvais souvenir qui s'est avéré être un très bon souvenir. Donc comme quoi j'avais eu vraiment de belles surprises. C'était au début de mon voyage en Irlande, encore une fois l'Irlande. Et en fait, c'était le premier jour où je m'étais mise en marche. J'avais pour objectif de rejoindre le Connemara. J'avais environ 15 kilomètres à faire. J'étais complètement prête. J'avais 2 sacs à dos, un gros derrière et un petit devant, mes chaussures de marche fraîchement achetées chez Decathlon, mes imperméables à sac à dos, parce qu'il pleut beaucoup. J'étais complètement prête, même si j'ai aucune expérience en marche, je voulais vraiment me mettre à l'épreuve et atteindre mon objectif. Et en fait, je suis pas si organisée que ça, puisqu'il s'avère que le chemin que j'emprunte, et 90% du chemin que je dois emprunter, c'est une nationale assez passante avec beaucoup de virages. Donc, je commence un petit peu à avoir peur. Et le chemin est un petit peu... du coup, ça s'avère un petit peu long, puisque je dois constamment me mettre dans le fossé pour laisser passer les voitures sans qu'elles m'écrasent. Constamment changer de côté pour avoir la visibilité sur les voitures qui arrivent. Heureusement, pendant le trajet, à 2 reprises, j'ai été prise en stop
même si j'avais rien demandé, mais les gens sont gentils, ils s'arrêtent. Donc ils m'ont avancé chacun de environ 2 kilomètres, donc c'était quand même vraiment sympa et ça m'a aidé. Mais dans l'ensemble, bon, j'ai quand même douillé, j'ai pas mal marché. Pour une grande débutante comme moi, c'était beaucoup. Et j'étais commençais un peu à être fatiguée sur la fin du chemin. J'en pouvais plus, il faisait vraiment chaud, j'arrêtais pas de m'arrêter, d'enlever les sacs, de boire un coup, de remettre les sacs. Enfin, j'étais transpirante, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Et là, je trébuche et je m'étale de tout mon long bitume. Donc je m'érafle un peu la main et surtout je me tords la cheville. Et bon, heureusement c'était la fin du parcours, donc j'arrive un petit peu à le finir, mais en boitant vraiment très très fort. Et j'arrive au parc. Et là, je sais que c'est légal de faire du camping dans le parc national du Connemara. Et donc je demande à l'accueil s'ils ont des indications, où se poser, tout ça. Et ils commencent à me dire que c'est compliqué, qu'il faut traverser une montagne, qu'il y a plein de lieux qui sont pas adéquats, que de toute manière je trouverai pas parce que le terrain est trop humide, et que franchement, c'est pas une bonne idée. Donc je suis fatiguée, j'ai chaud, je boite, et là on me dit que je peux pas dormir là où j'avais envie de dormir. Mais ils me disent, vous allez à la sortie du parc, il y a une grande maison, vous leur demandez s'ils peuvent vous accueillir dans le jardin, et puis normalement, ils le font pour 5 ou 10 euros. Ok, j'y vais, de toute façon j'ai pas trop le choix. Et il s'avère que c'est une auberge de jeunesse, complètement hippie, avec des vibes de fou, un petit peu, c'était vraiment communautaire, qui m'accueillent chaleureusement, qui m'accueillent, du coup je peux me mettre dans le jardin sans problème. Je me sers dans la cuisine, dans le frigo, il y a plein de trucs en commun. Il y a un salon avec plein de gens, dont quelqu'un qui est en train de faire un peu de musique sur sa guitare et qui me dit écoute, ce soir on va au pub dans le village. Alors en fait, c'est un tout petit village avec vraiment pas grand monde. Et il me dit oui, on y va avec les gens de l'auberge, et puis normalement il y a un petit concert live. Puis je me dis de toute façon je peux pas trop marcher, je vais pas faire de rando maintenant, donc je viens aussi pour l'expérience humaine. Et je passe une trop bonne soirée où j'ai commencé à apprendre à apprécier la bière. Alors d'habitude j'aime pas du tout la bière, et là ils m'ont fait goûter la Guinness qui est dégueulasse, mais ils m'en ont fait goûter une autre, et je commence en fait à apprécier le goût de ça, le goût de la bière. Et puis du coup c'était assez bon enfant. Il y avait beaucoup d'impro dans les musiques. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et au lieu de passer une seule nuit, je passe 3 nuits, je crois. De toute manière, après, j'étais incapable de marcher correctement. J'avais ma cheville qui avait complètement enflé. Et donc, comme quoi, même si ça arrive, même s'il se passe des choses un peu nulles, parfois, ça change un petit peu le programme qu'on s'était fixé. Mais il y a quand même des bonnes surprises qui se font, et même si je voulais pas rester autant de temps, j'ai quand même passé un très très bon moment. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. En tous les cas, on espère que vous aurez passé un bon moment et que vous prenez soin de vous en cette période bien particulière. On continuera pour notre part de s'enregistrer et de sortir des épisodes tant que le confinement durera. Et on vous dit à très vite.